Bonjour à tous et bienvenue. C'est une nouvelle vidéo d'actualité aujourd'hui, suite aux récents commentaires que j'ai pu lire dans mes dernières vidéos, et également à l'affaire Javier Pastore et les informations sorties par l'équipe sur ses envies de départ. Ça m'a donné envie d'aborder ce thème. Est-ce que le traitement médiatique de l'équipe vis-à-vis du Paris Saint-Germain cette saison est réellement suspect? Parce que c'est pas un scoop de dire que c'est la guerre entre les deux. C'est très très chaud. Mais d'un côté, on a les sueurs du PSG qui appellent au boycott, qui sont dans une idée de voilà, on nous en veut, le complot. Et de l'autre, vous allez à l'équipe, c'est tout l'inverse, on dit ouais, mais on nous fait des sales trucs, et les mecs se braquent. Donc on va essayer d'apporter quelques éclaircissements. Alors évidemment, le traitement du PSG aujourd'hui est suspect. Je pense que quand tu regardes la différence qu'il y a eu, notamment l'avant Barcelone, avec cette idée de dire qu'ils allaient en prendre et de montrer le Barça en épingle dans la tête des gens, et notamment ensuite de par des avis qui vont retourner sur les réseaux sociaux, un univers où les joueurs sont très friands et lisent énormément, évidemment que ça a instauré un doute et des images cérébrales négatives. Beaucoup de joueurs, pas uniquement donc le staff ou les dirigeants, pensent que cela a eu un impact sur cette déroute au Camp Nou. Alors évidemment, l'équipe n'est pas du tout responsable des buts de DH ou de PHA pris par le club. Les joueurs, le staff, le club, tout le monde est responsable, c'est surtout pas l'équipe. Néanmoins, il est vrai que la différence de traitement avec Monaco, où il y avait un vent positif, parce que Monaco, c'est frais, il y a Mbappé, ça permet de stopper l'hégémonité du PSG, Monaco c'est bien. D'un côté, on a les gentils monégasques, alors que bon, au final, on dirait presque que Monaco c'était un genre de petit poussé sorti de nulle part sans argent, ce qui est assez comique quand même. Et de l'autre, il y avait les méchants parisiens. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a une idéologie un peu derrière tout ça qui peut s'entendre quand on parle à certaines personnes de l'équipe. Et ce qui est, on va dire, regrettable, c'est que d'un côté, Paris s'est braqué en disant oui, mais regardez la presse barcelonaise, prendre la presse catalane en exemple, persuadé que c'est la meilleure chose, qui était derrière leur équipe, etc. Oui, mais l'équipe n'a pas vocation à être partisane. Les journalistes de l'équipe n'ont pas à être supporters du PSG, mais ils ont à être honnêtes. Mais le problème, c'est que d'un côté, on a le côté oui, vous n'êtes pas partisan, et de l'autre, oui, mais vous voyez, il y a la sacro-sainte objectivité, vous savez, devant laquelle tous nous devons saluer, nous devons prier, nous devons dire ah, merci à l'objectivité. Alors j'en fais trop parce que je veux dire, le mec qui dit aujourd'hui l'équipe a été objective dans son traitement de la saison du PSG, on peut remarquer, on peut faire un remake de Pinocchio, c'est la même, mais évidemment que non. Donc ça c'est un souci pour Barcelone qui a été vraiment le phénomène majeur de cette année, et c'est là où ça s'est davantage vu. Maintenant plusieurs exemples qui montrent les griefs entre les deux. Donc après l'arrivée d'Unai Emery, où c'est vrai que là on peut dire qu'il a un peu pris plein la gueule, avec je trouve une certaine fainéantise sur les sujets, c'est-à-dire on s'est contenté d'appeler les Français de Séville, Nzonzi, Gamero, Tremolina. Un peu Rami, mais Rami n'a pas trop parlé. Après, il a plus conversé sur le sujet. Et on s'est mis au Pays Basque, notamment avec Mikel Etxarri, qui est le sélectionneur donc basque, et qui a eu Unai Emery à la Real Sociedad jeune. Etxarri, c'est un homme, on aurait pu l'interroger notamment peut-être sur du fond et tactique. Je rappelle qu'il donne des conférences pour les jeunes entraîneurs, que Reynald Denoex le considère comme un maître dans l'art stratégique et d'entraînement. C'est ce qu'il disait dans la préface du bouquin d'Etxarri qu'il avait coécrit il y a plus d'une dizaine d'années. Donc oui, évidemment, il y a eu une méconnaissance et on va dire une certaine fainéantise vis-à-vis de l'arrivée de l'entraîneur, et ce qui a donné avec cette prise de pouvoir, comme avait titré l'équipe, des joueurs après la défaite à Toulouse, alors qu'en fait, Unai a toujours demandé l'avis de ses joueurs et provoqué des colloques. Il l'a fait depuis qu'il est entraîneur en Détroit espagnol. Donc ce qu'il a fait, ce n'est pas une prise de pouvoir des joueurs, je me demande, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que comme il dit, si le joueur ne répond pas, s'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que le joueur s'en fout. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Il faut justement confronter ses points de vue. Donc là, il y a vraiment une méconnaissance, et je pense qu'elle est malhonnête pour le coup. C'est la première chose. Ensuite, vis-à-vis d'Emery, moi j'ai reçu plusieurs appels de journalistes de l'équipe me demandant des types pour le défoncer, face caméra. Alors moi je disais, mais attends, comment tu fais l'histoire? Tu n'écoutes pas le mec avant? Non, mais tu comprends, ça vient d'en haut, mes chefs, ils veulent que ça lui tape un peu dessus, que ça résonne, fasse le buzz, etc. Mais les gars, mais attendez, mais vous êtes les conteurs d'histoire, vous faites comment? Vous inventez l'histoire? Vous êtes des faussaires de l'histoire?
On narre l'histoire, simplement. On n'est pas au milieu. Que je sache, on n'a pas été attaquant à Almeria, ou à Lorca, ou au Spartak, non. Donc, on doit relater. On ne doit pas vouloir... On a un point de vue, admettons, et on veut le défendre par l'avis des... Enfin, du moins par les paroles des autres. C'est-à-dire, je pense que c'est une merde, mais donc je vais essayer de trouver des gens me disant ça. Et si je les trouve pas, tu fais comment? Parce qu'ils n'ont pas trouvé. C'est quand même ça. Le mec qui est en travers du PSG, personne n'allait le critiquer. Peut-être qu'il est critiquable, il y en a beaucoup il y en a certains avec qui c'est mal passé, évidemment. Aujourd'hui, qui va le dire publiquement? C'est une pipe, personne. Donc après, il y a eu les affaires avec Ben Arfa. Je vais pas trop revenir, m'apesantir, parce que ce gamin, même s'il a 30 ans aujourd'hui, depuis qu'il a 13 ans, il a eu un traitement médiatique, au final, dont il est victime plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'on oublie des éléments, on parle... Voilà, que les coéquipiers ont été méchants, etc. On oublie de dire qu'il a séché des entraînements. Enfin, il a l'entraînement, il part avant, il se casse qu'il en a marre, après il vient s'excuser. Voilà, on n'a pas parlé non plus que certaines personnes voulaient filmer ses entraînements, les mettre sur YouTube. Et ça, je sais que les informations sont remontées à l'équipe. Mais voilà, après, il y avait certains intérêts à protéger. Et quand on parle d'intérêts à protéger, et c'était un des principaux reproches entre l'équipe et le PSG cette année, c'est les entretiens. Pourquoi? Parce que l'équipe n'a pas eu les accès d'avant, c'est-à-dire qu'on a enlevé en accréditation pour les conférences de presse, et le Paris Saint-Germain a internationalisé davantage sa communication. On a vu beaucoup d'entretiens avec El País, des papiers dans le Guardian, également dans la presse allemande ou italienne. Et l'équipe, et donc la presse française en général, s'est retrouvée un peu en rade, même si Nasser fait sa communication chez le Parisien, ce qui d'ailleurs suscite des jalousies à l'équipe. Donc, à novembre-décembre, je crois que c'est à peu près par là, Paris dit bon, on va essayer de se rabibocher parce que ça ne rend service à personne et surtout au club. Surtout pas au club. Donc ils ont proposé à l'équipe de faire Patrick Kluivert en entretien, mais que ce soit José Barroso qui mène l'interview. Sous-entendu, ni Arnaud Herman, ni Damien Degore. Réponse de l'équipe, non, vous n'avez pas à nous dicter votre conduite, si nous faisons l'entretien, nous le faisons avec qui nous voulons, etc. Alors le point de vue de l'équipe se comprend. C'est-à-dire, Paris n'a pas à dicter qui fait quoi. Et c'est quand même un peu un côté dictatorial. Mais de l'autre côté, je comprends Paris parce qu'ils estiment que le traitement de ces deux journalistes-là est malhonnête. Donc, ils aimeraient que ce soit quelqu'un d'autre. Je n'aime pas donner raison à l'un ni à l'autre, mais voilà, le problème c'est qu'on a deux points de vue. Donc, c'est parti au clash encore plus. Finalement, Kluivert fait une interview dans le JDD, et voilà. Et un mois et demi plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a la chose la plus scandaleuse de l'année sur le traitement du PSG, c'est un dossier contre Patrick Kluivert. Alors, l'équipe ne l'a pas fait parce que Kluivert n'a pas fait l'entretien chez eux. C'est pas sur Kluivert qu'ils en avaient. Plus sur le club. Après, ils vont dire que c'est des informations. Néanmoins, explication. Donc, on dit que Kluivert, en gros, n'a rien branlé pendant 6 mois, qu'il est dépassé, qu'il vient de nulle part. Ça, par contre, c'est pas complètement faux. Avec quelques infos, comme quoi il serait sur son portable, sur certaines causeries d'avant-match. D'avant-match, c'est pas le jour même, hein, c'est dans la semaine. Alors, il est vrai que Kluivert avait tendance à jouer sur son portable. Les rumeurs disent Candy Crush. Ce qui rajoute un côté burlesque au PSG, encore plus que le saute-mouton de Verratti et son agent dans les couloirs du Parc des Princes. C'est un côté assez inexplicable. Donc ça c'est vrai, et après il assistait plus aux causeries. Néanmoins, dire que Kluivert n'a rien foutu, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Que je sache qui menait des interviews, enfin des entretiens, excusez-moi, avec des éducateurs, notamment des 12 et des 13 ans. Patrick Kluivert. Qui s'est quand même bougé le cul. Après on peut dire peut-être qu'il avait des mauvaises idées, mais pendant 6 mois il s'est réellement bougé le cul avec les joueurs, avec les agents et autres. Vraiment. Donc après, sur ce dossier, tu vois une énorme photo d'Olivier Létang avec Unai Emery, et derrière Kluivert en mode qu'est-ce que je fais là? Je suis écarté. Mais quelle malhonnêteté, putain. Mais quelle malhonnêteté. Genre, Olivier Létang, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos, je vais rappeler ce qu'a dit Didier Roustan, gorge profonde, qui a créé un malaise terrible sur le plateau, j'ai cru qu'on allait prendre une syncope. Alors le lendemain, les sueurs du PSG n'étaient pas contents, l'équipe. Donc ça veut dire beaucoup. Après, ils ont le droit d'avoir des amis. Chacun a ses sources, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'était quand même un peu malhonnête. Parce que si tu prends le bilan de cet homme-là, le fameux mec ultra sérieux, etc., donc qui est très bon sur l'administratif, je le rappelle, hein, d'après tout le monde, c'est d'ailleurs pour ça que sous sa mandature, on voit le contrat de Di Maria qui aujourd'hui pose problème. On peut poser la question, si c'était tant sérieux, comment ça peut arriver? Je pose la question, hein. C'est tout. Donc, c'était très gênant vis-à-vis du traitement vis-à-vis de Kluivert. Ensuite, il y a l'information à Pastore qui sort récemment. Elle est fausse. Pastore ne veut pas partir du PSG. C'est-à-dire que le staff a vraiment des doutes et ne compte pas sur lui. C'est aussi une immense connerie. Et ça, c'est gênant parce qu'aujourd'hui, tu crées un vrai malaise autour du club. Il y a cette idée de déstabilisation que certains vont mettre en avant. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Je ne veux pas croire à ça. Je ne crois pas dans la malhonnêteté intellectuelle des gens.
Néanmoins, Arnaud Raymond et Damien Degore, parce qu'il faut quand même citer les deux personnages, aujourd'hui notamment le premier nommé qui essaye, de par un intermédiaire, de vendre à certains éditeurs l'histoire secrète du PSG. Ça va en dire déjà beaucoup un peu sur l'idéologie de ces gens-là. Ces deux personnes, il faut avouer dans leur traitement, ils ont oublié le fond. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et ils ont également oublié d'être mesurés. Emery passe de tocard à génie après le 4-0. Cavani, on a beaucoup de doutes. Finalement, mais par exemple sur Cavani, parce que moi je travaille sur Cavani. Est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond? Alors oui, ils sont allés un peu à Salto, etc. Oh mais les gars, moi je suis ici. Hein, je suis pas en Uruguay, j'ai pas l'argent moi pour y aller. J'ai 80 personnes quasiment pour me parler d'Edinson. Mais comment on fait? Alors ok, je mets plus de temps dessus. Mais putain, mais les gars, vous pouvez pas un peu y aller au lieu de dire, m'appeler, il y a 2 semaines, on m'appelle, ah mais j'ai besoin du numéro de ci, j'ai besoin du numéro de là. Mais oh! Et moi ça m'a choqué, je me suis dit, les mecs sont vraiment feignants. Et quand tu as ça, que tu sais ça, tu comprends aussi les grèves du PSG, et aussi de l'aficionado de foot, qui aimerait lire un truc sur le foot, putain. Parce que les histoires de sandwich, les histoires que Matuidi et Verratti seraient allés en boîte de nuit 2 jours avant Barcelone, où ils sont pris un communiqué terrible du Paris Saint-Germain pour démentir, et l'équipe a dû fermer à culpa, c'est très très rare. J'ai pas souvenir d'une situation aussi compliquée entre le média sportif numéro 1 de France et un des clubs les plus dominants. C'est quand même une situation, tu te croirais Aimé Jacquet, France 98, je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais, plutôt ça qu'il dit. Pour terminer, une anecdote qui est dans le livre que j'ai écrit donc, sur Emery et le Maestro, qui est racontée par son frère Igor. Vous vous rappelez sans doute de la conférence de presse d'Emery et des bouteilles d'eau. Donc le soir, en fait, le frère d'Unai reçoit un appel d'un journaliste de l'équipe qui lui dit oui, en gros, c'était préparé, c'était pour faire le buzz, c'était pour qu'on vende plus. Alors Igor lui dit, mais attendez, mais en quoi? Mais c'est vous qui rigolez. Mon frère a des difficultés en français, il bégayait, il savait pas quoi dire, donc il s'est aidé du geste. Il aurait eu 2 pierres, il aurait pris 2 pierres, c'était la même chose. Et moi, la seule question que j'ai, c'est quel cerveau malade peut réellement penser qu'un entraîneur de foot, notamment qui est au PSG, donc le mec, quand même, plutôt une bonne place, il cherche à faire le buzz. Mais ça veut pas dire que l'entraîneur le ferait, ça veut dire que lui-même, le journaliste qui pose la question, aurait pensé à ça. Ça veut dire que son idéologie, elle est tournée peut-être là-dessus. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Encore une fois, je ne suis ni moralisateur, je ne donne pas de leçons, j'ai juste essayé d'apporter des éclaircissements un peu sur le traitement qu'on a pu voir suspect, et qui m'a un peu choqué cette année, il est vrai. Maintenant, à voir si la situation va se régler entre les deux, mais malheureusement, j'ai pas l'impression. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre le mieux que je peux. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.